évidemment, ça fait partie des sujets, ça doit être au bout de vos doigts. Et c'est pour cela que le cloud est imparfaitement appelé l'informatique dans le nuage. L'informatique dans le nuage, ça vient du fait que autrefois, dans les dessins, sur les dessins, on désignait le réseau comme étant un nuage. Et du coup, on a mis l'informatique dans le nuage, dans le réseau en fait. Et le cloud computing, c'est ni plus ni moins que de l'IT et du réseau. C'est intimement lié. Et ce n'est pas que de l'Internet. C'est du réseau VPN aussi, de l'IPVPN. Et c'est important d'avoir ça en tête. Je ne suis pas seulement en train de vendre la marchandise. Évidemment que c'est important pour une entreprise comme OBS, mais ce n'est pas le seul sujet. Le sujet, c'est effectivement la sécurité du réseau, sa disponibilité, sa capacité à pouvoir traiter de flux très importants, sa capacité à distinguer les flux, etc. Donc tout ça est important. Dans les conseils qu'on peut donner, on a cité Marx, on a cité Fresnel, on pourrait citer Clémenceau. Clémenceau, désolé mesdames, c'était au temps où il y avait encore de femmes à l'Assemblée nationale, pendant la guerre, avait dit « Messieurs, nous sommes pressés, allons lentement ». Et effectivement, quand on est pressé, il faut réfléchir un tout petit peu pour ne faire les choses qu'une seule fois. Et en l'occurrence, on a tout intérêt aussi à réfléchir quand on fait du cloud. Et j'aurais tendance à distinguer deux catégories d'applicatifs, puisque in fine, encore une fois, même si on parle d'infrastructure, c'est quand même des applicatifs qui vont se retrouver sur le cloud. J'aurais tendance à distinguer ce qui peut y être mis tout de suite, et où là, on n'a pas besoin de réfléchir 50 ans. C'est tout ce qu'on peut ne pas faire soi-même. Alors, il y a des nuances selon les entreprises. Il y a des entreprises qui considèrent que le mail, elles doivent l'opérer elles-mêmes, d'autres qui considèrent qu'elles n'ont pas besoin d'opérer elles-mêmes. Et de plus en plus, on trouve des entreprises dans cette seconde catégorie. Pour les ERP, on trouve tout un tas d'entreprises qui veulent opérer l'ERP elles-mêmes. Puis on considérera sans doute un jour que ce n'est pas forcément utile que d'opérer l'ERP soi-même, qu'on peut très bien trouver dans le cadre. Donc, Juste une petite question, c'est qu'il faut que les technologies qui ont été utilisées pour ces applications-là puissent justement être supportées. Aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. On est d'accord, et c'était le deuxième volet de... C'est un point très très important, je pense, pour la partie applicative. Tout à fait, c'est le deuxième volet de la réflexion. Donc, on peut y mettre tout ce qui est recevable aujourd'hui, à la fois en termes d'applicatifs et qui peut se poser sur une infrastructure de type cloud. Et puis, il faut réfléchir, et c'est en cela que ça va prendre un petit peu plus de temps, pour normaliser les applicatifs de telle sorte qu'ils puissent eux-mêmes aller sur une infrastructure normalisée. Et ça va répondre à une autre préoccupation qui a été exprimée tout à l'heure, qui concerne l'espèce d'enfermement. On ne souhaite pas que les gens soient enfermés. Au contraire, ils ont la liberté. Et la liberté, c'est la liberté de reconnaître aussi qu'un opérateur va être plus intéressant qu'un autre. Mais la liberté de pouvoir en changer. Moi, je pense qu'avec la normalisation des applicatifs et de l'infrastructure, on va aller de plus en plus vers cette capacité à aller chez un opérateur ou chez l'autre opérateur. Et pour en terminer peut-être en quelques secondes, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que des grandes entreprises, elles vont plutôt sur du cloud privé, et en cela, elles essayent de tirer parti tout de suite de la technologie et des attributs du cloud, pour pouvoir mettre son software en software de service sur une infrastructure de SaaS privative. On le fait aujourd'hui, parce que chez un grand client du CAC 40, on a été capable de faire cela. Vous avez posé tout à l'heure la question des licences. Eh bien, nous avons acheté les licences et nous les revendons aux clients sous forme de service. Donc c'est nous qui avons pris le risque concernant les licences, ce n'est pas l'éditeur de logiciels, ce n'est pas le client. Donc on peut trouver des accommodements, moyennant des discussions qui sont commerciales et financières naturellement, mais on peut trouver dès à présent des accommodements qui vont amener finalement les clients à se servir du cloud, quand bien même l'ensemble à la fois de l'infrastructure ou bien des systèmes financiers ou des systèmes de licence ne serait pas encore tout à fait au point pour tirer le meilleur du cloud dès aujourd'hui. Merci. Jean-Michel, alors vous aidez aussi les clients à s'organiser, planifier cette migration vers le cloud? Tout à fait, en fait. On prend plus ce que disait tout à l'heure, en fait, avec déjà une soixantaine de clients pour qui on a fait des transformations importantes. La virtualisation. Je disais tout à l'heure, moi je parlais un peu d'enfermement. Alors il est vrai qu'on a beaucoup parlé, ici on parle beaucoup d'IAS, donc
notion d'IAS, quoique la partie donnée, j'en suis quand même assez importante, mais j'ai envie de dire, on est sur des couches sur lesquelles on est sur un socle qui va être partagé à travers une notion de serveur. Donc on reste sur le type de l'installation du serveur virtuel, etc. Et sitôt qu'on va remonter sur les couches du dessus, les couches passent, là on va tomber sur des frameworks, que ce soit le Force.com ou que ce soit le Google Apps, qui ont des API spécifiques pour manipuler et utiliser la source qui sont sous-jacentes. Quand on va remonter sur les couches SaaS, évidemment, on a un plus important. Je vais dire un tout petit peu la réponse qu'on a pu apporter ici. Si vous permettez, les clients sont déjà en train de faire. Les clients sont... C'est-à-dire que pour faire une migration, pour le coup, que je sois chez un prestataire ou non, je suis déjà avec ce problème. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le cloud n'apporte pas un problème supplémentaire sur ce sujet. Il apporte éventuellement une perception supplémentaire du problème, mais il n'apporte pas un problème supplémentaire. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on parle de la même chose. Ouais. Nous, c'est précisément sur le modèle inverse que nous développons. C'est-à-dire que nos clients sont parfaitement libres de choisir à l'intérieur de nos infrastructures avec qui ils travaillent et comment ils travaillent. Pour revenir à des notions extrêmement simples et de sécurité, certains de nos clients, entre guillemets, s'enferment eux-mêmes dans les salles de leurs confiants. C'est précisément pour ça que sur de l'infrastructure physique de bâtiment, on a des murs anti-feu 48 heures, parce que si leurs infrastructures roulent, comme nous n'avons pas le droit d'y accéder, il faut que les clients qui sont dans la salle d'à côté puissent utiliser le business as usual. Donc, on peut aller très très loin dans cette notion de liberté et dans cette notion de On a aussi une théorie, mais je crois qu'on va laisser la parole. Ça, c'était la partie des freins tout à l'heure. Par rapport à l'accompagnement des clients aujourd'hui, on passe enfin d'une modalité d'acquisition de ressources en propre à une modalité de consommation de services. Évidemment, il va y avoir tout le cadre, je dirais, qu'on va pouvoir mettre en place avec le prestataire fournisseur des services consommés, qui va changer, qui va s'aménager. On va devoir rendre explicite, en fin de compte, le service que l'on souhaite recevoir avec ces dimensions qualitatives associées. Donc, typiquement, on va s'occuper de mettre en place toutes les clauses qui vont être nécessaires pour gérer la partie confidentialité de données, respect des obligations réglementaires, mettre en place l'identification, la définition des niveaux de services applicatifs qui vont être apportés. Et là, il faut effectivement préciser qui exploite et jusqu'où il exploite. Est-ce qu'il exploite que l'infrastructure, est-ce qu'il exploite l'applicatif qui est là-dessus, et quels sont les niveaux de service associés avec le périmètre exploité. Les temps d'établissement, la sauvegarde, tout à l'heure on parlait, la restauration de ces sauvegardes. Est-ce que j'ai la capacité de demander à mon prestataire de restaurer une sauvegarde qui a été opérée sur un applicatif quelconque? Ça fait partie des choses qu'il faut vraiment mettre en place dès le début de la relation, parce que sinon on rentre dans un flou, on n'a pas forcément de garantie en fin de compte que ces demandes peuvent être satisfaites dans un temps qui est compatible avec l'activité de business de l'entreprise. On a la partie réversibilité, ça il faut l'aborder dès le début, comment je vais sortir demain si j'ai envie de sortir. L'auditabilité, tout à l'heure on l'a abordé sur les dimensions sécuritaires, être capable de s'assurer qu'on va pouvoir mettre en place ces audits, les faire réaliser sur l'infrastructure, pouvoir aller contrôler avec des gens qui sont spécialisés du métier, ce qui est fait, quelles sont les protections, quelles sont les dimensions sécuritaires qui sont prises en compte, l'outillage. L'outillage, je dirais, avec le prestataire qu'on a, est important. Comment en fait on monitorer? Quelle fréquence justement ces audits? Vous recommanderiez un audit annuel? Un audit annuel, c'est déjà une bonne mesure. Pour la partie outillage, on a la supervision. Quel niveau de supervision il offre? Quel niveau de communication formalisé, type ticket de support, support utilisateur, support technique? Comment je fais une demande quand j'ai besoin de réaliser quelque chose que je ne peux pas réaliser moi-même par le biais des HMO? Il y a une notion de proximité également du service. Quel est le degré de proximité? Est-ce que je suis simplement à travers du mail ou est-ce que je peux décrocher mon téléphone, avoir un correspondant en face qui connaît mon contexte, qui va être capable de réaliser l'opération que je lui demande ou de rétablir au service qui peut s'avérer défaillant. Donc tout ça, c'est des dimensions qui sont à prendre en compte, qui sont à construire. Dans la relation, il y a un changement de façon, comme on disait tout à l'heure, il faut plus on exploite. Donc on met en place ce qui est nécessaire pour garantir que ce qui va être produit en termes de service a la qualité des attributs que l'on souhaite. Alors avant d'aborder les perspectives d'évolution du marché, peut-être avec est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur les bons réflexes à adopter pour migrer vers le cloud? Ou est-ce qu'on a Le bon réflexe quand même, c'est d'avoir une roadmap. C'est-à-dire que c'est de ne pas se lancer à la gueulette, mais de réfléchir à la chose et d'y aller résolument. Résolument ne veut pas dire forcément lentement. C'est réfléchir, faire, penser ce qu'on va faire et faire ce qu'on